Vous pensez connaître la Corée du Nord, un pays fermé, une menace nucléaire, une silhouette de missiles dans le brouillard. Mais ce pays n'est pas seulement une arme pointée vers le monde. C'est aussi un lieu où le vent traverse des rizières, où des enfants rient dans des cours d'école, où des familles dînent à la lumière d'une ampoule fragile. La Corée du Nord est l'un des États les plus isolés de la planète. Et pourtant, à l'intérieur de ses frontières, la vie continue. À l'aube, la brume s'accroche aux montagnes du Nord. Les sommets découpent le ciel comme des lames sombres. Plus au sud, la mer frappe les rochers dans un rythme indifférent à la politique. Dans la capitale de larges avenues s'étirent entre des immeubles monumentaux, presque silencieuses, presque trop parfaites. Tout semble immobile. Mais sous cette surface contrôlée, il y a des battements de cœur, des peurs discrètes, des rêves minuscules. Ici, la guerre n'est jamais officiellement terminée. La frontière la plus militarisée du monde coupe la péninsule en deux. Les sanctions étranglent l'économie. Les inondations détruisent les récoltes. L'électricité vacille. Et pourtant, personne ne se lève le matin en pensant à la géopolitique. On pense à nourrir ses enfants, à garder son emploi, à ne pas attirer l'attention. Ce pays vit dans un paradoxe permanent, menace mondiale à l'extérieur, fragilité humaine à l'intérieur. La nuit vue depuis l'espace, la péninsule coréenne brille au sud et s'assombrit brutalement au nord. Une masse noire presque vide, comme un trou dans la carte. Mais dans cette obscurité, il y a des millions de vies, des soldats de 20 ans figés face à un ennemi invisible. Des agriculteurs qui scrutent le ciel pour deviner la pluie, des étudiants qui étudient à la lueur d'une batterie, des pêcheurs qui regardent l'horizon sans pouvoir le franchir. La Corée du Nord n'est pas seulement un régime, c'est un territoire de montagnes volcaniques, de fleuves puissants, de plaines vulnérables. Un pays suspendu entre le contrôle absolu et la simple nécessité de survivre. Pour comprendre la Corée du Nord, il ne suffit pas de parler d'armes ou de dirigeants. Il faut entrer dans ses paysages, écouter ses silences, regarder les visages derrière les murs et accepter une idée dérangeante. Même dans le pays le plus fermé du monde, la vie trouve toujours un chemin. La Corée du Nord n'est pas née dans l'isolement. Elle y a été façonnée. Depuis plus de 70 ans, la péninsule coréenne reste divisée par une ligne tracée à la hâte, devenue l'une des frontières les plus surveillées de la planète. La guerre de Corée ne s'est jamais officiellement terminée. Un armistice, pas un traité de paix, une pause armée. Cette suspension permanente a défini le pays. Au fil des décennies, la Corée du Nord s'est construite autour d'une idée centrale: survivre seul, produire seul, se défendre seul, penser seul. Une idéologie d'autosuffisance qui promettait dignité et indépendance, mais qui a aussi enfermé la nation dans une dépendance invisible, celle à ses propres limites. Les sanctions internationales, les crises énergétiques, l'effondrement de ses anciens alliés, les catastrophes naturelles, tout a renforcé ce repli. Dans les années 1990, des inondations massives ont ravagé les récoltes. Les sols fragiles, surexploités, ont cédé. Des centaines de milliers de personnes ont souffert de la faim. Certains parlent de famine, le pays parle d'épreuve. Ce passé n'a jamais complètement disparu. Aujourd'hui encore, l'électricité reste instable dans de nombreuses régions. Les hivers sont rudes, les étés imprévisibles. Les montagnes couvrent la majeure partie du territoire, laissant peu de terres agricoles réellement fertiles. La nature ici n'est pas décorative, elle décide. À l'extérieur, le monde voit surtout les missiles, les essais balistiques, les menaces de feu et de destruction. À l'intérieur, les priorités sont plus simples: trouver du riz, réparer un toit, obtenir du charbon pour chauffer une pièce en janvier. Le contraste avec la Corée du Sud est brutal. Au sud de la frontière, naît 11 industries technologiques, exportation mondiale. Au nord, routes presque vides, champs labourés à la main-ville, dont l'éclairage s'interrompt parfois sans prévenir. Le fossé économique entre les deux pays est l'un des plus importants au monde entre voisins directs. Mais réduire la Corée du Nord à un simple échec économique serait trop facile, car malgré les difficultés, l'État a investi massivement dans l'éducation et la santé. Le taux d'alphabétisation est élevé, les enfants vont à l'école, les hôpitaux existent même s'ils manquent de ressources. Le système fonctionne différemment, imparfaitement, mais il fonctionne. La réalité nord-coréenne n'est ni totalement dystopique ni idyllique. Elle est plus complexe, plus humaine.
C'est un pays où la propagande coexiste avec le pragmatisme, où l'idéologie officielle partage l'espace avec les marchés informels, où la loyauté affichée peut masquer des stratégies silencieuses de survie. Pour comprendre cette nation, il faut accepter une vérité inconfortable. La Corée du Nord n'est pas figée dans le temps. Elle change lentement, discrètement sous la surface. Et pour voir ces transformations, il faut entrer dans ses villes, marcher le long de ses fleuves, observer ses montagnes, regarder comment ses habitants vivent au quotidien. Car au-delà des discours et des missiles, ce sont les paysages et les gens qui racontent la vraie histoire. Et pour commencer ce voyage, il faut passer par sa vitrine, Pyongyang. L'arrivée à Pyongyang ressemble à une entrée en scène. Depuis le hublot de l'avion, la ville apparaît ordonnée, presque géométrique. De larges boulevards tracent des lignes droites entre des immeubles pastels. Le fleuve Taedong coupe la capitale en deux comme une artère lente et massive. Au loin, des monuments surgissent disproportionnés, défiant l'horizon. Tout semble pensé. À l'aéroport, le silence surprend. Pas de foule agitée, pas d'écran clignotant. Les gestes sont mesurés. Les regards discrets. Chaque mouvement paraît chorégraphié, non pas avec tension, mais avec retenue. Pyongyang n'est pas seulement une capitale, c'est une vitrine. Ici, les façades sont peintes. Les parcs sont entretenus. Les immeubles les plus récents affichent des couleurs vives. Les tramways glissent lentement sur des rails anciens. Des enfants en uniforme traversent les avenues en rang discipliné. La ville donne une impression de stabilité. Mais quelque chose manque. Les voitures sont rares. Les rues sont larges, presque trop larges. Les vitrines ne débordent pas de produits. Certains immeubles vus de près révèlent des fissures. Les ascenseurs ne fonctionnent pas toujours. L'eau chaude est intermittente. L'électricité aussi. La façade tient, mais elle respire difficilement. Depuis la berge du Taedong, le vent soulève des vagues courtes. Des couples marchent lentement. Des pêcheurs lancent leurs lignes dans une eau trouble. À première vue, rien ne distingue cette scène d'un autre pays. Et pourtant, chaque image est encadrée. Les touristes suivent des itinéraires précis. Les photographies sont contrôlées. Les conversations restent prudentes. La ville se montre, mais ne se livre pas. Au crépuscule, les ombres s'allongent entre les immeubles monumentaux. Les statues géantes dominent les places publiques. Le ciel devient violet puis gris. C'est à ce moment que Pyongyang révèle son véritable seuil. Les lumières s'allument, puis certaines s'éteignent. Des quartiers entiers s'assombrissent. La ville ralentit. Ce contraste est le passage obligé pour comprendre le pays, car au-delà de la capitale ordonnée, au-delà des larges avenues et des monuments, existe une autre réalité moins visible, plus fragile. Pour voir la Corée du Nord telle qu'elle est, il faut quitter la carte postale, sortir des axes officiels, regarder ce qui se passe quand la lumière baisse. Au-delà de la façade, commence le vrai voyage. Au lever du jour, Pyongyang est presque irréel. Les immeubles aux teintes pastel captent la lumière douce du matin. Les avenues immenses semblent dessinées pour des foules qui ne viennent jamais. Les monuments surgissent à intervalles réguliers, massifs, parfaitement alignés. Tout ici donne une impression d'ordre absolu. Vue d'en haut, la capitale paraît maîtrisée, contrôlée, immobile. Pyongyang a été pensée comme un symbole. Après la guerre, la ville a été reconstruite presque entièrement. Largeur des boulevards, hauteur des immeubles, monumentalité des places, chaque élément devait refléter stabilité et puissance. Mais une ville n'est jamais seulement un décor. Dans un appartement au 10e étage d'un immeuble moderne, une famille commence sa journée. L'ascenseur est en panne depuis des semaines. On monte les escaliers à pied, l'eau chaude fonctionne certains jours, pas d'autres. Le chauffage dépend de l'approvisionnement en énergie. En hiver, les fenêtres laissent parfois passer le froid. Sur le papier, Pyongyang est la ville la plus privilégiée du pays. En réalité, elle vit aussi avec des limites. Les marchés officiels sont organisés. Les rayons sont rangés avec soin. Mais dans les sacs discrets que l'on échange entre voisins, circulent parfois des produits venus d'ailleurs. Petits arrangements silencieux. Système parallèle. Adaptation nécessaire. Sur les quais du métro, profondément enfouis sous terre, les stations sont décorées de fresques lumineuses, lustres, marbre, mosaïque. Le métro de Pyongyang ressemble à un palais souterrain. Pourtant, les rames sont anciennes. Les wagons grincent. À la surface, des étudiants traversent la rue en uniforme impeccable. Ils rient, se bousculent légèrement, parlent de leurs examens.
leur quotidien ressemble à celui de millions d'autres jeunes dans le monde. Et c'est là que le paradoxe s'impose. Pyongyang est à la fois une scène soigneusement préparée et une ville habitée par des gens ordinaires, une vitrine nationale et un espace de vie fragile. Quand le vent souffle le long du fleuve Taedong, il ne distingue pas propagande et réalité. Il traverse les immeubles de la même façon. La capitale brille pour être vue, mais derrière chaque façade peinte, il y a une existence discrète. Une ville éclairée, qui cache son obscurité. La nuit tombe sur Pyongyang sans éclat. Au crépuscule, les immeubles colorés perdent leur douceur. Les ombres avalent les avenues immenses. Puis progressivement, les lumières s'allument, certaines seulement. Vue depuis l'espace, la différence est brutale. Au sud, la péninsule scintille comme une constellation. Au nord, une masse sombre, presque noire. Dans la capitale, quelques bâtiments officiels restent illuminés. Les monuments se découpent sous des projecteurs soigneusement orientés. Les grandes places conservent leur mise en scène. Mais dans de nombreux appartements, l'électricité vacille. Une ampoule clignote, puis s'éteint, puis revient. Dans un quartier résidentiel, un étudiant ouvre ses cahiers près d'une petite lampe alimentée par batterie. Il révise pour un examen important. Le silence autour de lui est profond. Pas de circulation dense, pas de bourdonnement continu de la ville moderne, seulement le vent contre les vitres. L'énergie est une question constante ici. Le pays manque de ressources. Les centrales vieillissent. Les importations sont limitées. L'hiver rend chaque kilowatt précieux. La nuit révèle ce que le jour dissimule. Dans certains immeubles, les couloirs sont plongés dans l'obscurité. Les familles se regroupent dans une seule pièce chauffée. On économise, on s'adapte. Pourtant, la ville ne disparaît pas. Sur les rives du Taedong, quelques silhouettes marchent lentement. Des couples parlent à voix basse. Un vendeur ambulant replie son étal improvisé. Les lumières des rares bus dessinent des lignes jaunes dans l'obscurité. Pyongyang n'est pas une métropole électrique. C'est une capitale intermittente. Et dans cette intermittence, quelque chose apparaît, la fragilité. La lumière n'est pas acquise, la chaleur non plus, le confort est relatif, mais la vie continue malgré tout. Quand les projecteurs s'éteignent et que la ville devient presque invisible, il reste des respirations derrière les murs. Des familles qui racontent leur journée. Des enfants qui s'endorment. La nuit ne rend pas Pyongyang menaçante. Elle la rend humaine. Quand la lumière s'éteint, le pays devient silencieux. À quelques heures de Pyongyang, le paysage change. La route s'approche d'une ligne invisible qui coupe la péninsule en deux depuis 1953. Une bande de terre large de 4 km, officiellement démilitarisée. En réalité, l'une des frontières les plus surveillées au monde. La zone démilitarisée, la DMZ. Au petit matin, la brume recouvre les collines basses. L'herbe ondule doucement. Des oiseaux traversent le ciel sans savoir qu'ils franchissent une frontière parmi les plus dangereuses de la planète. Le paradoxe est saisissant. Là où des millions de soldats se sont affrontés, la nature a repris ses droits. Faute de présence humaine permanente, certaines espèces rares ont trouvé refuge dans cette zone interdite. Cerfs, grues, renards. La guerre figée a créé un sanctuaire involontaire. Mais sous cette beauté silencieuse, la tension demeure. Des miradors ponctuent l'horizon. Des caméras scrutent les collines. Des mines sont encore enfouies dans le sol. Des soldats de part et d'autre fixent une ligne qu'ils ne doivent jamais franchir. Dans un poste de garde, un jeune soldat nord-coréen observe à travers des jumelles. Il a à peine 20 ans. Son uniforme est impeccable. Son regard concentré. Il ne connaît pas le Sud autrement que par les récits officiels. Il monte la garde dans une guerre qui n'a jamais été officiellement terminée. Ici, la paix n'est pas un accord, c'est une suspension. Parfois, le vent souffle assez fort pour couvrir le bruit des haut-parleurs de propagande qui, certaines années, ont diffusé des messages à travers la frontière. Parfois, le silence est total. Des touristes viennent observer ce lieu depuis des plateformes sécurisées. Ils prennent des photos d'une ligne peinte au sol, une simple bande de béton devenue symbole mondial. Pour les habitants de la péninsule, cette ligne est plus qu'un symbole. Elle est une séparation familiale, un arrêt brutal de l'histoire, une fracture figée. La DMZ incarne parfaitement le paradoxe nord-coréen, un territoire saturé de soldats, devenu refuge pour la vie sauvage. Ici, la guerre n'explose pas. Elle attend. La brume se dissipe lentement. Les collines apparaissent nettes sous le soleil. Tout semble paisible, mais sous l'herbe haute, la paix est armée.
Au nord du pays, les routes se rétrécissent. Les immeubles colorés de la capitale disparaissent derrière des collines abruptes. Les montagnes dominent le paysage couvertes de forêts clairsemées et de terrasses agricoles découpées à flanc de pente. Ici, la nature est plus forte que l'architecture. La terre est belle mais difficile. Une grande partie du territoire nord-coréen est montagneuse. Les plaines cultivables sont rares. Chaque parcelle compte. Les champs sont travaillés à la main ou avec des équipements anciens. Les tracteurs sont peu nombreux. Le carburant est précieux. Au printemps, les rizières se remplissent d'eau et reflètent le ciel gris. En été, la chaleur peut devenir lourde. Puis viennent les pluies. Certaines années, les inondations emportent tout. Les sols fragilisés par la déforestation passée et l'exploitation intensive retiennent mal l'eau. Les glissements de terrain ne sont pas rares. Une récolte perdue ici n'est pas un simple revers économique, c'est une menace directe pour la sécurité alimentaire. Dans un village de montagne, une agricultrice se penche sur un champ de maïs. Ses mains sont marquées par le travail. Elle ne parle ni de géopolitique ni de sanctions. Elle parle du temps qu'il fera demain. Sa journée commence avant l'aube. Planter, désherber, récolter, recommencer. Le pays affirme l'autosuffisance alimentaire comme un principe fondamental. Produire soi-même. Dépendre de soi-même. Mais la réalité agricole reste vulnérable aux caprices du climat. Quand la pluie arrive trop tôt ou trop tard, il n'y a pas toujours de solution de secours. Les maisons du village sont modestes. Les toits parfois réparés avec des matériaux récupérés. Les enfants marchent longtemps pour aller à l'école. L'hiver, le chauffage dépend du charbon ou du bois. Et pourtant, il y a de la dignité. Des rires pendant les pauses, des repas partagés, des fêtes locales discrètes. La campagne nord-coréenne n'est pas figée dans la misère. Elle est suspendue à l'équilibre fragile entre effort humain et nature imprévisible. Ici, la survie n'est pas spectaculaire. Elle est quotidienne. Quand le vent descend des montagnes et traverse les champs, il rappelle une vérité simple. Le pays peut contrôler beaucoup de choses, mais pas la pluie. La terre nourrit, mais parfois elle abandonne. À première vue, l'économie nord-coréenne semble parfaitement planifiée. Magasins d'État, prix fixés, distribution organisée, tout paraît structuré. Mais derrière cette façade ordonnée, un autre réseau s'est développé plus discret, plus flexible. Les marchés informels. Dans certaines villes et villages, des étals apparaissent à heure fixe. Tables pliantes, bâches improvisées, produits alignés avec soin. Riz, légumes, vêtements, savons, parfois même des appareils électroniques venus de l'étranger par des circuits complexes. Ces marchés ne sont pas totalement clandestins. Ils existent dans une zone grise. Nés de la nécessité pendant les années de pénurie alimentaire, ils sont devenus pour beaucoup une bouée de survie. Quand le système officiel ne suffisait plus, les habitants ont inventé le leur. Une mère ajuste soigneusement des sacs de grains devant elle. Elle échange quelques mots rapides avec une cliente. Les transactions sont simples directes. Derrière chaque vente, il y a une stratégie, compléter un salaire insuffisant, économiser pour l'hiver, acheter des médicaments. Ici, l'idéologie rencontre la réalité. L'économie planifiée promet stabilité et égalité. Le marché parallèle offre flexibilité et adaptation. Les autorités tolèrent parfois ces espaces, les réglementent à d'autres moments. Les règles changent. Les contrôles peuvent s'intensifier. L'incertitude fait partie du jeu, mais les marchés persistent. On y ressent une énergie différente de celle des grandes places monumentales de Pyongyang. Les voix sont plus basses, mais plus vivantes. On négocie, on observe, on s'informe. Dans ces échanges, quelque chose circule au-delà des biens, des nouvelles, des rumeurs, des fragments du monde extérieur. Un téléphone portable discret change de main. Une clé USB passe dans une poche. Un produit étranger suscite la curiosité. Ce ne sont pas des actes spectaculaires, ce sont des micro-gestes d'adaptation. Les marchés informels révèlent un autre paradoxe nord-coréen, un système rigide, soutenu par une souplesse invisible. Sous les slogans officiels, la société s'ajuste. Dans l'ombre du système, la vie ne s'oppose pas frontalement. Elle contourne, elle négocie, elle continue. Dans l'ombre du système, la vie trouve toujours un passage. À l'extrême nord du pays, la terre s'élève soudainement. Le mont Paektu domine l'horizon comme une présence ancienne. Son sommet enneigé perce les nuages. En hiver, le vent y est coupant, presque violent. En été, la brume enveloppe ses pentes volcaniques.
Au cœur du cratère repose un lac circulaire d'un bleu profond. Calme en surface, né du feu. Le mont Paektu n'est pas une simple montagne. C'est un symbole fondateur. Dans le récit national, il incarne l'origine, la résistance, la pureté. Des générations ont appris à le considérer comme le berceau spirituel du pays. Des pèlerins viennent s'y recueillir. Des soldats prêtent serment en regardant vers ses sommets. Mais derrière le mythe se cache une réalité géologique. Paektu est un volcan, et il n'est pas éteint. Dans l'histoire, ses éruptions ont été parmi les plus puissantes de la région. Sous la beauté glacée du lac se trouvent des forces invisibles. Des scientifiques surveillent l'activité sismique. Des instruments mesurent les vibrations. La montagne sacrée repose sur une énergie instable. Sur ses flancs, un guide local parle à voix basse. Il désigne l'horizon, explique la signification du lieu. Pour lui, Paektu est à la fois patrimoine naturel et pilier identitaire. Il n'emploie pas le mot propagande. Il parle de fierté. Autour de lui, des visiteurs prennent des photos. Le vent emporte leurs paroles. Le paradoxe est presque parfait. Un mythe construit sur une réalité explosive. Une légende figée sur un sol vivant. Dans un pays souvent perçu comme rigide et immobile, Paektu rappelle que la nature, elle ne se laisse jamais totalement contrôler. Le régime peut encadrer les récits, il peut ériger des monuments, il peut tracer des frontières, mais il ne peut pas commander au magma sous la croûte terrestre. Quand le soleil se couche sur le lac du cratère, l'eau devient sombre. Le silence est total. Aucun bruit de ville, aucun moteur, seulement le souffle du vent. Le mont Paektu incarne la Corée du Nord, elle-même imposante, mystérieuse, construite autour d'un récit puissant et pourtant traversée de forces invisibles. Un mythe posé sur un volcan. À l'ouest du pays, là où le fleuve Taedong rejoint la mer Jaune, une structure massive coupe l'horizon. Le barrage de Nampo s'étend sur plusieurs kilomètres. Un mur de béton posé entre le fleuve et l'océan. Vu du ciel, il ressemble à une cicatrice droite sur l'eau mouvante. Construit pour contrôler les marées, protéger les terres agricoles et sécuriser l'approvisionnement en eau douce, il incarne une ambition claire, dompter la nature. Dans un pays où chaque hectare cultivable est précieux, empêcher l'eau salée d'envahir les rizières est une nécessité stratégique. Le barrage régule les flux, stabilise les niveaux, protège les récoltes en aval. Sur le papier, c'est une victoire technique, mais l'eau reste imprévisible. Les tempêtes peuvent frapper la côte. Les marées montent. Le changement climatique rend les saisons moins prévisibles. Une structure aussi massive, soit-elle dépend toujours d'un équilibre fragile entre pression-débit et résistance des matériaux. Un ingénieur observe les vannes depuis une passerelle métallique. Son regard suit le mouvement de l'eau. Il ne parle pas de géopolitique. Il parle de pression hydraulique, d'entretien de vigilance constante. Le barrage n'est pas seulement un symbole de puissance. Il est une responsabilité permanente. Autour des pêcheurs lancent leurs filets près de la côte. Des enfants jouent sur la berge. Le fleuve semble calme. La surface reflète le ciel gris. Pourtant, sous cette surface, la force est continue. Le paradoxe se répète. La Corée du Nord cherche à contrôler son environnement, ses frontières, son économie, son image. Mais elle dépend profondément de forces qu'elle ne maîtrise qu'en partie le climat, les ressources, la mer. Le barrage de Nampo est un geste humain contre l'immensité. Du béton face aux marées. De la planification face à l'incertitude. Il tient, il fonctionne, il protège, mais comme tout équilibre artificiel, il exige une attention constante. Le béton semble solide, jusqu'à ce que l'eau décide autrement. Le béton tient jusqu'à quand? À l'est, la mer s'ouvre sans fin. Au lever du soleil, la côte est baignée d'une lumière pâle. Les vagues frappent les rochers avec une régularité ancienne. Des barques en bois reposent sur le sable humide, tirées à la main après une nuit en mer. Ici, l'horizon est vaste, illimité. Et pourtant, il ne signifie pas liberté. Dans un petit village côtier, les maisons sont basses, exposées au vent salé. Les filets sèchent entre deux poteaux de bois. L'air sent l'algue et le carburant. Les pêcheurs partent avant l'aube, moteurs modestes grondant doucement dans l'obscurité. La mer nourrit, mais elle est exigeante. Les quotas, les restrictions, les tensions maritimes avec les pays voisins rendent certaines zones inaccessibles. Les tempêtes surgissent rapidement. Les bateaux sont simples. Les équipements limités.
Un pêcheur fixe l'horizon quelques secondes de plus avant de remonter son filet. Il connaît la mer mieux que les cartes officielles. Il sait où le courant change, où les poissons se déplacent, mais il sait aussi jusqu'où il ne peut pas aller. Dans certains hivers difficiles, des embarcations dérivent trop loin. Les courants ne respectent pas les frontières politiques. La mer, elle ne reconnaît aucune ligne tracée sur une carte. Le paradoxe devient presque douloureux. Un pays fermé face à un océan ouvert. Les enfants jouent près des vagues. Ils ramassent que des coquillages. Ils rient. Pour eux, la mer est un terrain d'aventure, pas une limite géopolitique. Le soir, les barques reviennent. La pêche est parfois maigre. Les prises sont triées avec soin. Rien n'est gaspillé. La côte Est révèle une vérité simple. La nature offre des portes, mais le monde impose des murs. La mer promet l'infini. Le pays impose des frontières. Et entre les deux, il y a des hommes et des femmes qui naviguent dans cet espace étroit entre nécessité et contrainte. L'horizon est vaste. Le pays, lui, ne l'est pas. Il existe une partie de la Corée du Nord que les paysages ne peuvent pas adoucir. Une mémoire silencieuse. Un poids transmis d'une génération à l'autre. Dans les années 1990, lorsque les récoltes ont échoué et que les systèmes de distribution se sont effondrés, le pays a traversé une période que beaucoup décrivent encore à voix basse. Des pénuries graves, des familles séparées par la faim, des choix impossibles. On ne voit plus ces images aujourd'hui dans les rues de Pyongyang, mais leur empreinte demeure. Dans certains villages, les anciens parlent d'années où le silence était plus lourd que la propagande, où l'on comptait les jours entre deux distributions, où survivre signifiait improviser, échanger, marcher des kilomètres. Cette mémoire a façonné une prudence collective. La peur ici n'est pas toujours spectaculaire, elle est diffuse. Peur de manquer, peur de parler trop fort, peur d'attirer l'attention. À cela s'ajoute une autre réalité plus difficile à observer, celle des camps pénitentiaires dont parlent les organisations internationales. Espaces isolés, peu documentés, souvent niés officiellement. Leur existence débattue à l'extérieur plane comme une ombre sur l'image du pays. La vérité complète est difficile à vérifier. Le silence lui est palpable. Dans certaines familles, les conversations s'interrompent lorsqu'un sujet devient sensible. Les enfants apprennent tôt ce qui peut être dit et ce qui doit rester implicite. Ce n'est pas une société figée dans la terreur permanente. C'est une société structurée par la vigilance. Et pourtant, malgré ce poids, la vie ne s'est pas arrêtée. Des mariages ont été célébrés, des enfants sont nés, des marchés ont prospéré, des montagnes ont été gravies. La Corée du Nord porte en elle une tension constante entre contrôle et adaptation, entre mémoire douloureuse et présent pragmatique. Le pays semble parfois immobile, mais sous la surface, il ajuste, absorbe, endure. La fragilité n'est pas seulement économique ou climatique. Elle est psychologique, historique, invisible. Et c'est peut-être là que réside le cœur du paradoxe, un État construit sur la force, habité par une population qui a appris avant tout à survivre. Mais malgré tout, le pays respire encore. Pour comprendre la Corée du Nord, il faut revenir là où tout semble commencer, au mont Paektu. Le vent souffle plus fort ici, l'air est plus mince. Le lac, au fond du cratère, reflète un ciel changeant parfois clair, parfois chargé de nuages sombres. La montagne ne parle pas, elle impose. Depuis des décennies, elle est présentée comme le cœur spirituel du pays, l'origine d'un récit national, un point fixe dans un monde instable. Mais en réalité, Paektu est tout sauf fixe. Sous sa surface glacée, la terre bouge encore. Les plaques frémissent. Les scientifiques surveillent des signaux faibles. Le volcan dort, mais il n'est pas mort. Et cette image résume peut-être mieux la Corée du Nord que n'importe quel discours. Un pays apparemment figé, structuré, immobile, mais traversé de forces invisibles. Des marchés informels qui contournent les règles. Des jeunes qui découvrent le monde par fragments numériques. Des familles qui adaptent leur quotidien sans jamais l'annoncer. La rigidité en surface, le mouvement en profondeur. Depuis les hauteurs de Paektu, la frontière avec la Chine n'est qu'une ligne floue dans le paysage. Les rivières serpentent sans tenir compte des idéologies. Les nuages franchissent les frontières sans visa. Plus au sud, la DMZ reste tendue. Les soldats se font face. Les caméras veillent. La paix est suspendue depuis plus d'un demi-siècle. Et pourtant, entre ces deux extrêmes, montagnes mythiques et frontières armées, s'étend un territoire vivant. Des villes qui s'allument puis s'éteignent.
des campagnes qui dépendent de la pluie, des côtes ouvertes sur un monde que l'on ne peut rejoindre. La Corée du Nord est souvent décrite comme une énigme. Mais une énigme n'est pas vide, elle est simplement difficile à lire. Si l'on ne regarde que les missiles, on voit la menace. Si l'on ne regarde que la propagande, on voit la mise en scène. Si l'on ne regarde que la pauvreté, on voit la fragilité. Mais si l'on regarde les paysages et les visages, on voit autre chose. Un pays qui endure, qui se protège, qui se méfie, qui s'adapte. Le mont Paektu, massif et silencieux, n'est pas seulement un symbole politique. Il est la preuve que même les structures les plus puissantes reposent sur une base mouvante. La Corée du Nord n'est ni un simple régime, ni une caricature géopolitique. C'est une société enfermée dans une histoire inachevée, un territoire suspendu entre contrôle et survie, un peuple qui vit à l'ombre d'un récit plus grand que lui. Le paradoxe demeure l'un des pays les plus fermés du monde, habité par des êtres humains qui cherchent simplement à vivre. Et tant que le vent continuera de souffler sur les montagnes, tant que la mer frappera la côte, tant que les lumières s'allumeront même brièvement dans les appartements de Pyongyang, la Corée du Nord ne sera pas seulement une menace ou un mystère. Elle sera un pays, vivante. La Corée du Nord restera sans doute longtemps un pays difficile à comprendre. Les caméras n'y entrent que partiellement. Les informations en sortent lentement. Les récits sont souvent extrêmes, soit entièrement sombres, soit étonnamment romancés. Mais entre ces deux visions, il existe une réalité plus nuancée. Un pays de montagnes volcaniques et de rizières vulnérables, de villes monumentales et d'appartements plongés dans l'obscurité, de frontières armées et de villages côtiers bercés par les vagues. La Corée du Nord n'est pas qu'un symbole géopolitique. Ce n'est pas seulement un régime, ni uniquement une menace. C'est aussi un territoire où des parents espèrent un avenir stable pour leurs enfants, où des étudiants révisent à la lumière d'une lampe fragile, où des agriculteurs scrutent le ciel en attendant la pluie. Comprendre ce pays ne signifie pas excuser son système. Cela signifie reconnaître l'humanité qui existe derrière les murs. Peut-être que le véritable paradoxe n'est pas l'isolement. Peut-être que le véritable paradoxe est ceci. Plus un pays est fermé, plus nous oublions qu'il est peuplé d'êtres humains. Alors, face à cette nation à la fois puissante et fragile, une question demeure. Si vous deviez décrire la Corée du Nord en un mot, serait-ce menace ou survie?